Mbote les amis, je suis le coach Mathias Itela. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'actualité politique congolaise. À ma droite, j'ai Lucien Ngando. À ma gauche, j'ai Magoza. Bonjour, messieurs. Moi, c'est Magoza Nzungu et je suis donc panafricain, mais aussi analyste politique congolais et formateur sur les questions politiques et également professeur dans une école d'histoire des Noirs qui se passe en ligne qui s'appelle la KCA, Kid Coaching Academy. Merci Magoza. Et Lucien? Moi, c'est Lucien Ngando. Je suis président fondateur de la Force Nouvelle du Congo Libre, ainsi que cadre de l'AFDC, Fédération France. Je suis informaticien, entrepreneur informaticien. J'évolue ici à Paris. Merci les amis pour votre présentation. L'actualité nous oblige aujourd'hui d'être ici, de discuter sur les problématiques qu'il y a dans notre pays. Comment évolue actuellement la politique congolaise depuis le départ de Joseph Kabila? Lucien. Il y a eu un changement sur le plan politique. On a vu une nouvelle classe politique qui est arrivée de la diaspora, de l'Europe. Après, ce qui était un peu étrange, ils ont fait des alliances. Il y avait des alliances entre l'ancien régime et l'actuel régime. Et Magoza, dans un premier temps. Moi, je pense que j'ai une observation différente. Je pense qu'aujourd'hui, au Congo, on a toujours les mêmes politiciens depuis que je suis petit. Quand on parle d'alliance, c'est plutôt, moi j'appelle ça du tripatouillage. On peut commencer à droite et finir à gauche. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, j'ai l'impression que la classe politique congolaise ne se renouvelle jamais. On a peut-être quelques nouvelles figures qui viennent de la diaspora. En majorité, la plupart des députés, par exemple, sont des anciennes grosses figures et c'est eux qui occupent les grands postes. En tout cas, c'est le constat que j'ai. Mais après, je pense qu'on doit renouveler cette classe politique. Et comment on doit faire pour renouveler cette classe politique? Pour renouveler la classe politique, c'est au peuple congolais de faire de bons choix sur les leaders qui vont choisir, les leaders du lendemain. Parce que pour la majorité de députés, par exemple, si on regarde, si on jette un regard sur les élections passées, les élections législatives, je me pose la question, est-ce que les députés qui sont là ont été réellement votés par le peuple? Certainement, certains oui, mais d'autres non. Voilà, donc c'est au peuple congolais de prendre leurs responsabilités sur le choix de leurs leaders de demain et aussi à nos leaders politiques qui dirigent des partis politiques de choisir des nouvelles têtes compétentes qui ont le sens du patriotisme. Parce qu'avant tout, pour défendre un pays, il faut être un patriote. Et Magoza, il faut être un patriote. Sur cette question... Après, ça dépend. Moi, je ne suis pas dans l'optique de M. Lucien Ngando parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, il faut créer des nouveaux politiciens de demain. Parce que les anciens qui sont là, j'ai l'impression qu'au Congo, les politiques sont des dinosaures. Ils ne meurent jamais. Ok. Parce qu'il y a des politiciens au Congo qui sont passés d'un parti X à un parti B, un parti Z. Finalement, il n'y a pas d'idéologie. Pour être politicien, ça s'apprend. Il faut avoir des formations politiques. Il faut connaître la géopolitique, la géostratégie, la réelle politique. Aujourd'hui, on a plein de politiciens au Congo qui connaissent pratiquement même pas l'histoire du Congo. Ils deviennent politiciens parce que c'est le petit d'un chef d'un parti ou c'est le petit de quartier ou le petit qui traînait avec le chef. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour pouvoir faire de la politique, il faut déjà avoir réalisé des actions antérieures. Par exemple, avoir travaillé dans une ONG, avoir été dans des associations, avoir vu comment les décisions se prennent. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être politicien, avoir des amis avec toi, mais quand il faudra décider, tu risques de ne pas pouvoir décider. Parce que ton ami te connaît mieux que tout autre. C'est ce qu'on voit dans notre pays aujourd'hui. Il y a des décisions qui ne sont pas prises parce que quand tu es avec un cercle d'amis, ils connaissent tes vulnérabilités. Faiblesse, non, bien. Si vous mastano au traînant au cause de la décision, Barroso a la paix compétent, tes amis. Bon, en général, sur l'observation, au Congo, la compétence est une denrée rare.
Parce qu'aujourd'hui, pour être compétent, c'est même pas une question d'études. C'est une question d'expérience. Il y a des personnes qui n'ont pas exercé, à qui on donne des postes, et très rapidement, on voit qu'ils ne sont pas à l'aise, mais comme au Congo, on ne lâche pas un poste, bah, ils resteront jusqu'à ce que soit le régime change, ou soit il y a un remaniement, et après ils partent. Est-ce que réellement il y a l'opposition au Congo? Est-ce que ça existe? Depuis que Félix est là, au pouvoir, Fayulu vraiment ne fait pas le rôle, ne joue pas le vrai rôle que devait faire l'opposition. Et normalement, moi, à sa place, il fallait qu'il monte une stratégie de l'opposition constructive et républicaine. C'est-à-dire demander, mettre la pression, exercer une pression constante sur le gouvernement, différents gouvernements qu'on a eu avec Félix Tshisekedi. Et leur donner la matière à exercer pour pousser les pays à aller de l'avant. Mais la chose que Fayulu a fait, c'était s'allier avec les anciens kabylistes. Moïse Katumbi. Non, pas Moïse Katumbi, je parle de Mozitu. Mozitu, pour moi, ce n'est pas un opposant. Mozitu, c'est un ex-premier ministre de Kabila. C'est quelqu'un qui a participé à la destruction du Congo. Il a un bilan mitigé. Qui était blanchi par les combattants. Non, écoutez, quel combattant a blanchi Mozitu? On a vu des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux avec Boketu. Non, Boketu, écoute, parlez pas de Boketu. Quand on parle de combattants, c'est une nébuleuse. C'est lui le visage du combat. C'est pas le visage parce que tu fais des vidéos YouTube, tu dis Bokoto, Bokoto. C'est pas ça. Le combat a été conçu dans la logique de chasser Kabila et aussi le système rwandais au Congo. Cette infiltration. Maintenant, il y a eu plusieurs plateformes. Quand le vieux Tchichi est arrivé ici en 2011, avant les élections, pour qu'on les soutienne avec les Fayulu, ils nous ont demandé de ne pas faire bloc commun de toutes les plateformes des combattants. Alors, aujourd'hui, je me pose la question, et les Fayulu, ils nous ont demandé ça. Je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas dit dans l'intérêt de fragiliser la nébuleuse conformée, parce que les Occidentaux avaient les regards sur ces nouveaux mouvements qui venaient de naître dans la diaspora congolaise, ou en nous disant scindez-vous en plusieurs groupes pour ne pas être corrompus? Est-ce qu'ils l'ont fait dans quelle intention? Alors, pour ne pas s'attarder dans cette histoire, parce que seul Dieu connaît les intentions de nos hommes politiques qui nous ont demandé de faire ça en étant plusieurs groupes, Boketu n'est pas la figure de la résistance ou encore de la résistance congolaise qui s'était formée dans la diaspora. Il y a eu plusieurs plateformes. Maintenant, dans cette plateforme, il y a eu des gens qui mangeaient avec des politiciens aussi. On peut revenir sur Mozitu. Voilà. Mozitu a quitté Kabila, mais c'est un kabiliste. Aujourd'hui, on voit des Chiraciens. Chirac n'est plus au pouvoir. Il y a des Sarkozystes. Sarkozy n'est pas au pouvoir. Mozitu, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Kabila. C'est un kabiliste. Il faut être bête pour croire que Mozitu a quitté les bateaux de la Kabylie. C'est des kabilistes. Il y a plusieurs kabilistes. Tout comme ce que disait Kagame dans une des vidéos, il a travaillé avec beaucoup de politiciens congolais. Beaucoup sont là pour les intérêts des étrangers et ils ne travaillent pas pour les intérêts des Congolais. Alors, pour revenir sur Fayulu ne devait pas venir ici dans la diaspora avec Mozitu pour torpiller le pouvoir de Félix en demandant aux investisseurs de ne pas venir au Congo. C'est la chose diabolique qu'ils ont fait. Aujourd'hui, moi, je peux être un adversaire politique de Félix Tshisekedi, mais je ne vais pas demander aux investisseurs de ne pas venir dans mon pays. Parce que quand on investit, qui sont les bénéficiaires? Ce n'est pas le peuple congolais qui serait bénéficiaire de tous ces investissements-là. Ce ne serait pas la famille du président de la République. Donc, aujourd'hui, l'opposition est là, c'était Fayulu, mais il a failli à sa mission. L'opposition congolaise ne fait pas son boulot. Après, je ne pense pas qu'ils ne font pas leur boulot. Je parle dans le Baming que Meka qui au départ. C'est pour ça que je dis que la politique congolaise est complexe. La Mouka ou ICD ou tous les autres mouvements, ils ont fait des choses dans la rue.
Ils ont essayé. Il y a même eu plus de liberté par moment et plus de sévérité par moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'opposition sera difficile parce que l'UDPS a quand même représenté une grosse forme d'opposition pendant une trentaine d'années. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'un candidat pourrait sortir de l'opposition? C'est la question que moi je me pose. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a eu beaucoup d'années d'opposition, et aujourd'hui, quand on arrive au pouvoir, c'est très difficile. Le Congolais, dans son imaginaire, il doit se poser la question, maintenant, qui peut sauver le Congo? Mais comme je dis souvent, c'est une question de personne. Est-ce qu'on a les bonnes personnes au bon moment? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a des opposants. Après, Martin Fayulu, lui fait son travail, même si en ce moment, ils sont un peu en retrait. Après, je pense aussi que le dire aux investisseurs de ne pas venir, c'est contre-productif pour le pays. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, pour que les investisseurs viennent, c'est plutôt au gouvernement de faire le travail. Non, le gouvernement a fait les travail. Il a fait les travail parce que même le président de la République en a dit en plusieurs reprises, ces voyages étaient... Donc, il a toujours fait des voyages pour chercher les investissements, les investisseurs. Il les disait. Mais dans le discours de Mouzitu, il a dit quoi? Nous allons demander aux investisseurs de ne pas venir au Congo. Mais aujourd'hui, pour que les investisseurs viennent dans votre pays, on doit avoir la stabilité déjà. Donc, les enjeux sécuritaires doivent être là. Et donc, on doit avoir la sécurité déjà pour que les investisseurs puissent venir. Mais avec la guerre à l'est du Congo... C'est pour ça que je dis qu'il y a, cette partie-là, il y a de la contre-productivité partout. Si je reviens sur les propos de Jules Alinguete, sur le fait que la guerre est très lointaine, c'est aussi contre-productif. Tout à fait. Parce qu'après avoir dit ça, on a vu que ça s'est vraiment annoncé plus fort. Non, mais ça, c'est après, Magoza. C'est après, mais c'est pour dire que... Mais Mouzitu a fait le travail de nuire aux autres. Moi, la question, c'est aujourd'hui... Ils n'ont pas fait une opposition. Les propos de Gilles, c'était quoi? Il n'y a pas de guerre. La guerre est très loin. Voilà, mais il a dit ça quand? Il a dit ça quand? C'est après les propos de Mouzitu. Là. Pas d'accord. Non, mais les propos de Mouzitu, c'était au début. Mais c'est ce que je dis, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, pratiquement 4 ans après, nous attendons les investisseurs au Congo. On nous a ramené Jean-Claude Van Damme. J'attends de voir les investisseurs de Jean-Claude Van Damme. C'est des réalités où je dis que une population congolaise consciente, ce genre de choses ne se produit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui peuvent être des investisseurs au Congo. Si on leur facilite le climat à l'affaire. Un projet cher au président actuel, les milliardaires congolais. Il peut les créer avec la diaspora. Si, quand ils rentrent au pays, on leur facilite la tâche. Vous avez promis que le Congo allait devenir l'Allemagne d'Afrique. C'est ce qu'il a dit, pour que le Congo nous a jamais donné la chance. C'est ce que je dis en fait. Si on veut des milliardaires de la diaspora, les milliardaires congolais, c'est possible. C'est possible. Si les entrepreneurs reviennent avec un climat facile pour les affaires. La partie administrative est contraignante. Par contre, quand le président dit faire l'Allemagne de l'Afrique, c'est pas en 5 ans. Ça prendra du temps. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'il faut passer des paroles aux actes. Quand je parle souvent de l'absence de vision de l'homme politique congolais, c'est parce que si on demande, on part comment du point A à un point B, on n'arrive pas à nous expliquer. Alors qu'une vision, elle doit être explicable. C'est pour ça que je dis on peut dire opposition, mais la politique congolaise, il n'y a pas d'opposition. Pour moi, il n'y a que des opportunistes et beaucoup d'alliances. On va passer sur l'aspect économie du pays. Okay. Aujourd'hui, quels sont les problèmes économiques au Congo actuellement? Parce que là, on dit que le Congo a beaucoup d'argent, le Congo est le pays le plus riche, le Congo a ceci, cela, mais la population n'a rien dans son assiette, la population est pauvre. Aujourd'hui, actuellement, quel est l'état, la situation économique du pays? Je te donne la parole. La situation économique, pour moi, elle est chaotique. C'est pour ça que je dis, j'ai fait de l'économie. J'ai fait de l'économie, donc quand j'en parle, je connais les agrégats, je les maîtrise. Mais quand on va nous dire, oui, il y a une hausse de la réserve d'échange, à quoi sert la réserve d'échange? Bref, ils vont te dire, c'est positif. J'ai dit, OK. Mais est-ce que ça a un impact sur le social des Congolais? Non. Non. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on est dans les effets placebo. Sauf qu'on utilise beaucoup, tout ça, un système comme un slogan, là, on te lance un slogan, ça prend après, le peuple commence à répéter le slogan. Aujourd'hui, là, moi, j'ai fait plusieurs voyages au Congo depuis un certain temps. À chaque fois que j'arrive, j'ai l'impression que les prix augmentent. Maintenant, la question, c'est qu'aujourd'hui, sans plan économique clair pour la population congolaise, on va toujours continuer à tourner dans le vide.
Ce qui veut dire que le ministre de l'économie, si on demande aujourd'hui, bah là, normalement, le ministre avait été destitué. Mais on attend toujours le décret pour voir s'il est vraiment parti ou pas. Mais pendant ce temps-là, qui s'occupe? On m'a dit l'intérim. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quelle est sa vision pour le ministère de l'économie? On ne la connaît pas. Sauf que pour agir dans le social et l'économie sont liés. Si aujourd'hui on crée des emplois pour les Congolais, ils ont un revenu, ils peuvent avoir un logement. Avec le ministère de l'Emploi aussi, la fonction publique. Exactement, ils doivent travailler en synergie. Mais en fait, on crée de l'emploi, ils ont des revenus, ils trouvent des logements, ils peuvent nourrir leurs enfants et le Congolais ne s'occupe plus de la politique. Parce que ses besoins vitaux sont réunis. Moi, aujourd'hui, politiquement, économiquement, j'étais à Kin, j'ai cherché un peu à connaître, savoir. J'ai pas vu le programme économique du ministère de l'économie. Je me dis, en fait, on est vraiment, comme disaient les petits d'MPR, avenir est à flou. Avenir est à flou. Lucien Gando, avenir est à flou. Le PIB congolais, depuis le président Tshisekedi Azan à pouvoir, Nazan a chiffre à 2019, Israël a 573 $. En 2020, avec la pandémie, Tokiti a 536. En 2021, Tozan a 584 PIB à Congo. Total IP croissance et mati. Donc en 2020, Azalaki a 1,7%. En 2021, à 5,7%. Ça veut dire que l'économie marchait bien. Non, mais c'est ce qu'on nous présente dans les chiffres. Maintenant, pour dire que l'économie marche bien, on ne doit pas se focaliser sur des slogans. Aujourd'hui, j'ai suivi hier une vidéo où il y avait le porte-parole de la présidence qui parlait de la réserve d'échange, il plébiscitait. Ben, que dirait un parent qui a des enfants qui meurent de faim tous les jours et lui dit dans son compte bancaire, il a 1 million? On dira quoi de ces parents-là? Tes enfants meurent de faim, mais toi tu dis que tu as 1 million dans ton compte bancaire. À un moment donné, donc on se dira qu'il y a un problème quelque part. Et le président de la République, Félix, est en train d'être adoubé, trompé par une supercherie des gens qui l'entourent. Mais les chiffres ne montent pas. Les chiffres sont clairs. Sont là, mais en fait, les chiffres sont des données statistiques. C'est des données. Mais c'est clair quand même. C'est des données. En fait, la réserve, aujourd'hui, la réserve. Est-ce que cette réserve est mangée sur le plat des Congolais? En fait, toi, tu as des cousins, tu as des neveux en Belgique, tu as des neveux en Allemagne. Est-ce que tu les envoies l'argent comme tu envoies tous les jours à Kinshasa? Non. Voilà. Donc, déjà, l'activité de la diaspora au niveau financier, ce que nous envoyons au Congo, c'est plus que les PIB congolais. Exact. C'est-à-dire, c'est grave. C'est grave. Le président, il a montré cette volonté-là de faire changer les choses, mais il est mal entouré. On est en train de les tromper. Aujourd'hui, comme le président Félix est là, il a des enfants. On connaît que c'est le président de la République. Si ses enfants ne mangent pas à la maison, ses enfants font 1 semaine, ils ne mangent pas. Matam et côtier et Fibukoué. Oh, tu ne vas pas me dire qu'au Congo, il y a des personnes qui ne mangent pas 1 semaine. Non, mais quand on parle, on ne dit pas qu'il y a 1 semaine, Mathias. Le peuple est là, ne mange pas sa faim. Sur le Congo, ressentir pendant que mon catéza. Moi, je pars souvent dans des endroits où je me dis, j'ai un chauffeur de taxi, je lui dis toujours, mais à côté, moi, place mon pénal à mon appel, tu vas au Nyonga. Et quand tu arrives, tu te dis, on vit bien à Kinshasa. Oui, on vit à Kinshasa. Il y a des gens qui sont mis ni au cuisse à poulet. Moi, dans cette personne. Et on doit extrapoler, mon frère. Mais non, extrapoler, je te raconte la réalité du Congo, mon frère. On va tous à Kinshasa. En fait, le problème à la diaspora, c'est que le gars là, aux alentours $50, non, c'est un restaurant, tout le monde peut le faire. Voilà. Moi, j'ai un exemple simple. J'ai un chauffeur, je mange sur le boulevard, dans un petit restaurant, un petit fast-food. Une fois, j'ai dit, viens, on mange ensemble. Il m'a dit, viens, boss, c'est à combien vous avez essayé? $10. C'est un boss. Moi, $, après, c'est un râteau d'amata 3 semaines à parler. C'est-à-dire, il a un raisonnement rationnel. Il se dit, 10 pour nous, c'est rien, pour eux, c'est beaucoup. Et c'est comme ça que tu vois si les gens ils sont en difficulté ou pas. Pourquoi les personnes sont. Tu n'as pas $5. 5 € en vrai, qui pour toi, c'est rien. Mais pour lui, les 5 €, peut-être il va faire plus de choses avec. C'est comme ça qu'on sent. C'est pour ça que je dis, les chiffres, c'est bien beau. Mais si dans le panier de la ménagère, il ne se passe rien, c'est n'importe quoi. Voilà.
bah quoi, un monsieur Zaïbo et Kondi, bah tarif et Matara. C'est des réalités. Il y a un monsieur, peut-être il extrapole dans des émissions télé, mais c'est la réalité du pays. Moi, la seule chose qui ne change pas pour l'instant, c'est le dollar. Quand on dit 10 dollars, ils attendent, pour l'instant, depuis que je voyage, ils arrivent à peu près pareil. Mais sinon, les prix, ils n'arrêtent pas de monter. Et comme on était rentré aussi, crise Ukraine-Russie, normalement, si on avait les bonnes personnes, on aurait pu jouer sur nos minéraux. Mais bon, pourquoi on ne fait pas comme l'Angola, en fait, qui a interdit le dollar, qui utilise le kwanza comme monnaie? C'est ce qu'elle devait faire. C'est ce qu'elle devait faire. C'est ce qu'elle devait faire, la RDC. Pour faire cela, il faut avoir de l'anticipation et de la prévision. Et parce que l'Angola l'a peut-être fait, mais est-ce que l'Angola avait les mêmes réalités que le Congo? C'est pour ça que j'ai du mal à faire comparaison n'est pas raison. La réalité angolaise n'est peut-être pas la réalité congolaise. Mais maintenant, il faut savoir, les Congolais, on doit s'inspirer, savoir comment ils ont fait pour le faire. Et c'est là maintenant qu'on doit envoyer des élites pour observer le cas de l'Angola. Non, mais on a ces élites-là. Moi, je sais, à l'époque des Kabila Père, quand on a lancé de nouveaux billets avec Kabila Père, parce que c'était ça vraiment son objectif. Il voulait suivre l'objectif de Mobutu. Parce que tu sais, si aujourd'hui on avait les Zaïre, les francs congolais, c'est grâce à Mobutu qui nous a fait sortir de ces systèmes-là. Et Kabila Père a essayé de faire ça parce qu'il y a des techniciens à la Banque centrale du Congo qui peuvent nous aider, même au ministère de l'économie. Mais le problème, c'est quoi? On doit créer déjà... On doit rendre notre économie forte pour que nous puissions aussi rendre notre monnaie forte. On a 2021, tout ça, 60% il y a recette, il y a cuivre, et 20% il y a colbat. Mais quelle stratégie, quel type de développement adapté pour l'économie congolaise? Déjà, est-ce que chiffre là, recette, est-ce que c'est bien redistribuer les recettes? C'est pour ça que je dis que c'est une question de redistribution. Les chiffres qu'on nous annonce ont l'air bons, mais sur le social des Congolais, on ne le sent pas. Où part l'argent? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que normalement, j'ai vu aussi des chiffres, on dit que tout est positif, même pendant la Covid, on était bon. Mais pourquoi le social du Congolais ne marche pas? Ne marche pas. Ou soit l'argent sort, mais ça va dans les poches des gens. Ou on nous a annoncé le travail de l'IGF, beaucoup de choses, tout ça, mais à la fin, on voit, oui, c'est positif, mais la population... L'IGF a sélectionné Batounaye. Après, pour moi, ça, c'est un faux débat, parce qu'en Afrique, il y a toujours des redistributions. Mais il y a réalité, Bazo sélectionné Batounaye, donc Bazo attaqué, selon commanditaire, Bazo Pessaye. Moi, je suis un communicant. Si je te dis, Bazo sélectionné, je te dis, donne-moi 2 exemples de sélection. Non, le bâtard, donc journaliste, c'est ça débat. Sinon, moi, je donne maintenant un contre-exemple. L'ancien ministre de la Santé, il a été arrêté, il était du parti au pouvoir. Il était relâché. La justice a fait son travail. C'est pour ça que je dis, en fait, qu'on a commis... Il y a problème à la justice, alors. IGF a sali, après 6 rapports, justice a gagné, justice s'est libérée, IGF a salité. IGF, il a fait son travail. IGF, son rôle, c'est faire l'audit, constater ce qui ne fonctionne pas, il transmet ça à la justice. Après, il a fini son travail. Maintenant, la population congolaise, IGF a salé enquête, a audit, a bien, a gagné Moutongo, IGF, il ne peut pas tout faire. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, tous ces chiffres-là, ils ne veulent rien dire. Pourquoi? La hausse du prix, toujours généralisée, moi, je taquine, il n'y a pas longtemps, gasoil les a quittés. Pénurie d'essence. Alors qu'on nous avait promis qu'il y aura de l'essence. Et qu'est-ce qui manque? Mais parce qu'il n'y a pas de planification, d'anticipation, de prévision. Parce qu'aujourd'hui, comment la France peut faire pour meubler ou combler le problème d'essence? Ils anticipent. Si ça augmente, ils régulent. Ils commencent déjà à anticiper. C'est ça, oui. La preuve, pour la redistribution de 18 centimes sur l'achat du carburant, ils ont déjà fait les calculs pour dire, dans les prévisions de l'année prochaine, encore à partir de septembre, ça sera 38 centimes. Et après, ils te disent même que le tarif qu'on paie aujourd'hui de l'essence restera toujours le même. Ouais. Mais ça, il y avait un monsieur de Total qui l'avait déjà anticipé il y a 2 ans. Que c'est y allait avoir une hausse. Nos hommes politiciens n'anticipent pas parce que c'est des technicités peut-être qu'ils n'ont pas acquéries. Ou peut-être qu'ils ne pensent pas à l'avenir en se disant tout ça la programme sur 5-6 ans. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit vraiment se poser la question de qu'est-ce que nous voulons faire pour notre pays dans les 30 ans à venir. Et si on parle des 30 ans à venir, on doit inclure les plus jeunes parce qu'on a une population qui est très très jeune.
La République démocratique du Congo, la ville de Bunagana, une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma, est toujours occupée par les rebelles du M23. Alexandra Branjon, les témoignages recueillis ce matin indiquent que cette cité à la frontière entre le Congo et l'Ouganda est vidée de ses habitants. Oui, selon plusieurs sources, la cité de Bunagana est totalement vide. Ses habitants ont commencé à fuir dès vendredi dernier lors d'affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Environ 20 000 personnes se sont déplacées, principalement vers l'Ouganda, puisque Bunagana se trouve à la frontière, mais également vers l'ouest, à Rutshuru. Environ 2000 familles auraient trouvé refuge. Bunagana, donc occupé par le M23, qui dans un communiqué d'hier soir précise que le but n'était pas la prise de cette localité, mais qu'ils en ont été contraints car leur position était pilonnée par l'armée congolaise. Le M23 qui appelle... On a un sérieux problème au niveau de l'Est. La situation dans la ville de Bunagana. Jusqu'à présent, cette ville est toujours aux mains de Rwandais, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'ennemi est le Rwanda. Le M23 contrôle cette ville. Quelle est ta position par rapport à ça? Tu connais ma position depuis longtemps. Donc on fait la guerre. On fait la guerre. On doit avoir une politique expansionniste. On doit marcher, donc rendre la guerre d'où elle est venue. Donc moi, président de la République, Lucien, président de la République, j'attaque les Rwandais. J'attaque les Rwandais. On doit attaquer les Rwandais. On doit vraiment... Si on attaque les Rwandais, les troupes qui sont à Bunagana vont replier, ils vont fuir. Donc attaquer Rwanda nani? Namasa c'est Nini? Char de combat Nini? Non, je discutais avec un colonel. Nini? J'ai discuté avec un colonel, un papa qui est colonel. Ça date, c'était en 2012. Vous voyez le relief. Goma, la ville de Goma est sur une colline. Et Kigali est en bas, c'est sur une kivette. Donc, ce papa-là, ce colonel nous disait quoi? Avec 50 chars de combat, si on pilonne bien les Rwandais, Kigali, dans 72 heures. Tu en as Bacharté. Bachar Ezali. Kabila avait acheté. Mais tout le monde a monté, papa. Non, Kabila avait acheté des armements. Sur même dans la liste, il y a des armements les plus puissantes. Les armées les plus puissantes d'Afrique, les Congo sont en 10e position. Non, il y a la biso. Parce que 30 ans de guerre, mais on est une armée qui est puissante. Non, je ne suis pas d'accord. Écoute, on a un président de la République qui est là, qui est le général des armées suprêmes. Yende, il faut Azala, il doit porter le courage. Il y a Ko Memamboka. La guerre. Magoza. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour la guerre parce que aujourd'hui, pour faire la guerre, faut avoir la capacité de gagner la guerre. Il faudra avoir aussi la force en logistique militaire pour pouvoir avancer. Maintenant, la question, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, certains disent c'est le Rwanda. Nous, on le savait depuis longtemps, mais c'est pas que le Rwanda. C'est l'empire Itu-Roma. Si les gens se renseignent un peu au niveau de l'histoire, ils vont comprendre que c'est bien Tonomé Baron. Maintenant, pour passer à l'action, il y a la dite communauté internationale. Si tu violes les lois internationales, c'est toi qui passes maintenant pour l'agresseur. Et Poutine nous a montré simplement que quand tu es fort et que quand tu as des Satan 2, tu peux violer la loi internationale. Maintenant, la question... Je vais juste finir mon propos. Poutine a observé l'histoire, il a compris qu'il assistait à la Libye, il assistait à la Syrie, à l'Irak, il n'a pas réagi. Lorsqu'ils ont signé les accords de l'OTAN, ils avaient promis de ne pas se rapprocher de la Russie. Ils ont commencé à se rapprocher. Pendant tout ce temps-là, il s'est organisé pour être la première armée mondiale. Une fois qu'il est fort et qu'il veut défendre son territoire, ce que nous, on doit faire au Congo, mais Poutine, il a l'armement nécessaire. Et il est aussi puissant que ceux qui nous donnent les morales, à lui dire oui, vous faites ça, vous faites pas ça. Quand ils ont dit à Poutine, si tu avances, tu auras plus de sanctions. Il a fixé le rouble. Il a coupé le gaz. Il leur a montré qu'aujourd'hui, moi, je suis prêt. Maintenant, la question, est-ce que le Congo est prêt? En nombre d'hommes, on est prêt. Après, sur la logistique, c'est secret défense. Maintenant, est-ce qu'on doit faire la guerre aujourd'hui?
Je pense que non. Parce que on a beaucoup trop d'infiltrés dans notre armée. Dernier exemple en date, Mamadou Dalla a voulu marcher sur le Rwanda, il a été éliminé. Ah non, ces infiltrés sont connus. Mais la question, on connaît ce que vous dites, je vais juste finir mon propos, ce que vous dites est grave. Ouais. Si les infiltrés sont connus, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Ils sont connus. Mais pourquoi on les arrête pas? Des amis, nous avons des amis qui sont dans... Il y a eu même des fuites, des audios qui circulent. Là, la question, c'est que je vais juste finir. Ouais. Vous êtes de l'AFDC? Je suis de l'AFDC. De l'AFDC. Oui. Ce qui veut dire que si vous connaissez, vous êtes le parti au pouvoir. Non, nous sommes le parti. Non, je n'en disconviens pas. Dans ce cas-là, écoutez, si on peut être ils le sont parti connus, au on les pouvoir. arrête. Écoutez, on peut être le parti au pouvoir. Mais on a nos tendances aussi. On a nos tendances et notre libre pensée de dire les choses comme ils sont. Parce qu'aujourd'hui, l'AFDC est là. Il travaille avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Okay. Nous sommes la force nouvelle du Congo libre. On a notre liberté de penser aussi. Vous accompagnez en fait. Voilà, on accompagne l'AFDC et les gouvernements. Mais on peut aussi dire que les choix qu'a fait le chef est mauvais. C'est comme un enfant à la maison qui dit « Papa, pourquoi vous avez acheté la télé Philips au lieu d'acheter Samsung ?» Donc, Poutine a fixé aujourd'hui. C'est lui qui donne aujourd'hui, qui fixe les tempos. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, il a la dissuasion. Il est fort. Comme il a la dissuasion, il a les ressources aussi minières. Donc, ils savent très bien, il le sait. Poutine sait qu'ils ne peuvent pas s'en passer des minéraux, des ressources de la Russie. La preuve, voire même l'Allemagne, qui dit qu'il ne pourra plus fournir des chars de combat Léopard à l'Ukraine parce qu'il n'a pas de titane. Le titane, il le prenait en Russie. Sachez qu'il y a 5 pays au monde qui sont autosuffisants en matière première. Mais là, on parle il y a la Russie. Non, laisse-moi finir. Il y a la Russie, mon frère. Il y a la RDC. Il y a le Brésil. Il y a le Canada. Il y a un pays que j'oublie. Est-ce que la RDC est prête? Non, on est prêt quand on a des partenaires forts, puissants. Du coup, aujourd'hui... Regarde aujourd'hui le Mali. Le Mali n'a pas attendu qu'il ait la dissuasion pour dire aux Français de sortir. Aujourd'hui, ce que nous demandons au président Félix, c'est d'étendre la main à l'ambassadeur russe, qui est le représentant de Poutine, de la Fédération de Russie en RDC, qui a dit ils sont prêts à aider la RDC. Mais il est soutenu par les Américains. Je vais revenir sur ce que M. Lucien Gado est en train de dire. Vous avez parlé de la Russie, vous avez parlé d'autosuffisance, d'être prêt. Mais aujourd'hui, est-ce que la RDC a intérêt à aller en guerre? Sachant que le soutien masqué du Rwanda et de ses élites Tutsis, c'est les anglo-saxons. On le sait très bien. Ce qui veut dire que de par notre histoire, quand ils sont arrivés vers le Congo central, Kondo Lizaray avait appelé pour qu'on leur laisse un couloir pour qu'ils puissent partir les Rwandais. Ce qui veut dire que tant que nos infiltrés et les élites, on n'a pas encore trouvé de compromis avec eux, on n'a pas intérêt à aller en guerre. Non, mais c'est pour ça que je dis, pour une fois, le choix d'attentisme est peut-être un choix parce que les militaires doivent se préparer. Ils sont déjà préparés. La preuve, ils sont allés dans des formations militaires en Égypte, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que le Congolais te côte à la fantasme et Bakenda qui non, mais écoute-moi, ma fantasme. Je vais finir mon propos. Yoka, ennemi à côté de Yolanda. Je vais finir mon propos, sinon ce sera un contresens. Il ne faut pas tous à la fantasme, mais ça là, formation à l'extérieur. Aujourd'hui, si nos bataillons militaires n'arrivent pas à récupérer Bunagana, ça doit inquiéter les Congolais. Tout à fait. Mais on n'est toujours pas inquiet. Et on nous dit on va partir en guerre, alors qu'une petite ville... Qui vous dit ça? Mais là, vous nous dites que... moi, je vous dis, c'est les choix. Oui, c'est le choix. Le choix que le président devait faire. Il devait faire, c'est un souhait. Sauf que Bunagana, ce n'est pas le Rwanda, c'est que les M23. Ce n'est pas officiellement l'armée rwandaise. Non, mais c'est l'armée rwandaise. Oui. On le sait. Officieusement, c'est... Voilà. Mais là, on parle pas... Pour que ceux qui nous suivent comprennent. Je comprends. Là, on est face au M23. On n'est pas encore face à l'armée rwandaise régulière. C'est l'armée rwandaise qui soutient en munitions et en quelques hommes. C'est-à-dire que le M23, ce n'est pas une armée régulière organisée. Si, ils sont organisés parce que c'est l'armée régulière qui est donc, au fait, c'est l'armée régulière qui s'est déguisée. Donc, en gros, c'est-à-dire que l'armée régulière rwandaise à Bunagana, mais on n'arrive pas à les chasser de là-bas. Non, ils sont là. On les accompagne. Mais le problème... Mais si on n'arrive pas, c'est-à-dire c'est inquiétant. Comment aller en guerre si on n'arrive pas à les chasser? C'est la République, c'est la présidence de la République. Donc, on est faible. Aujourd'hui, on va dire que le Congolais est faible. Pour l'instant, le président de la République
Normalement, je ne sais pas son agenda, il est en train de chercher des voies et moyens. Mais moi, j'ai dit, moi, Lucien Ngando, je les conseille de travailler avec les Russes. S'il travaille avec les Russes, on trouvera la porte de sortie dans cette histoire. Comment tu veux qu'il travaille? Juste pour revenir sur ce qu'il dit, travailler avec les Russes. Quand il y a eu le début de la guerre Russie-Ukraine, la RDC a voté toutes les résolutions contre la Russie. Ben, les résolutions ont été votées parce que les États-Unis, comme on le sait depuis des années, et la France, ils ont toujours acheté des voix. Sauf qu'il y a des pays. Et l'ambassadeur russe au niveau des Nations Unies et on va être rationnel et pragmatique. Voilà, on est dans la rationalité. On va essayer de rester pragmatique et ne pas perdre le public. Ils achètent le voix. Il y a des pays africains qui n'ont pas voté. C'est pour dire simplement. Parce qu'ils n'ont pas peur des Américains. C'est pour dire simplement qu'en diplomatie, on doit travailler, on a du boulot. Non, du boulot est là, mais on doit pas attendre. On doit attendre combien des années pour que, comme toi-même tu viens de le dire, pour qu'une petite armée prenne le siège des noteurs. Donc on doit pas attendre. C'est comme si ta maison aujourd'hui, ta maison est attaquée par l'ennemi et toi, ils occupent ta maison durant 7 ans. Tes connaissants, tu vas te battre, Magoza. Mais nous, c'est parce que nous, on est... C'est pareil que les Congo. Moi, j'ai dit, moi, Lucien. Ça, ça ne revient qu'à moi. Moi, je comprends ce que tu dis. Voilà. Mais moi, je te dirais juste... On devait attaquer les Rwandais. Je comprends. Là, ils vont sentir que non, voilà, on est en danger. Comme c'est un petit pays, ils vont faire... Je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai même un jeune frère qui est militaire, qui forme des Belges. Il a fait plusieurs terrains de combat, qui est prêt à rentrer pour aller défendre l'intégrité du pays. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que les hommes sur place et la logistique, on pourra les avoir pour aller en guerre. Raison pour laquelle j'ai dit... Mais si on va en guerre... Si on va en guerre, il n'y a pas d'élection. Merci. Donc, débat, et c'est Ngakaboué. Donc, merci à Lucien Ngando, merci à Magoza pour honorer notre plateau. C'était l'émission Yoka Loba. Et les personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, on est sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et sur page Facebook. Abonnez-vous. Merci au réalisateur Ig Paka. Merci et à bientôt.